J'ai commencé à mettre en place mes soins de support et ce que j'allais faire et ce qui allait me faire du bien, en fait. Parce que j'ai vite compris qu'il fallait que je me fasse du bien dans tout ça. Message très important, hein, quand Exactement. Mais en fait, quand tu as vécu un burn-out avec cette crise de sens, tu veux mettre beaucoup de sens après dans ton parcours et dans ce qui t'arrive. Elle m'a dit aussi de ne pas aller à contre-courant. Et ça m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire de ne pas m'accrocher à ce qui était. Ça, c'est super intéressant. Et puis j'ai senti beaucoup de force au fond de moi, en fait. Tu vois, je me suis découvert vraiment des ressources un peu insoupçonnées. Oui. Tu vois, j'étais cette fille très lisse avant, enfin voilà, un peu fragile. Tu sais, les calendriers, c'est pas anodin. Je lui ai offert un agenda à Noël. Enfin, tu vois, je voulais lui offrir du temps, quoi. Enfin, tu vois, je voulais lui offrir du temps. Oh, Mélanie. Mais ouais. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Ouh là là, quel épisode émouvant. Bienvenue dans la montagne russe émotionnelle de Mélanie et dans la mienne aussi pendant l'enregistrement de ce podcast. Elle dit avoir eu l'impression de vivre une vie entière en 2021 ou 1000 vies pendant une année. Moi, j'ai l'impression qu'on a couvert 1000 sujets en une heure. 1000 sujets et 1000 projets qui ont vu le jour. Ce qui me frappe dans toute l'histoire de Mélanie, ce sont les rencontres qu'elle a faites. Des rencontres qui marquent à vie. Un yoga thérapeute, une socio-esthéticienne, des personnes de l'Institut Raphaël et puis Sabrina. Sa chère et tendre Sabrina, avec qui elle a fait la paire. Une amitié forte est née, de même que de beaux projets. Même si elles n'avaient pas exactement le même cancer du sein, elles avaient plein de points communs et elles ont terminé leur traitement en même temps. Mon Dieu, qu'elles se sentaient invincibles après tout ce qu'elles avaient vécu. Plus rien ne pouvait leur arriver après avoir traversé cette tempête. Que voulait-elle faire de tout cela ? Quel sens voulait-elle donner à tout cela ? Malheureusement, les projets de Sabrina ont été interrompus à cause d'une récidive. Mélanie est passée de patiente à accompagnante et elle nous partage cette expérience avec beaucoup d'émotion. J'ai été extrêmement émue par son partage. Elles auraient toutes deux aimé que ce binôme parfait dure pour toute la vie. Sabrina apportait de l'apaisement et du calme à Mélanie. Et puis, c'est Mélanie qui a apporté de l'action et toute l'énergie qu'il fallait à Sabrina quand il a été question de lever des fonds pour qu'elle puisse aller se faire soigner en Allemagne. Une magnifique histoire, mais une triste histoire. C'est dur d'accueillir des échecs thérapeutiques et c'est cela aussi la réalité de toute la communauté avec un K, la communauté des K-fighteuses. On a parlé de culpabilité, de ressources insoupçonnables et insoupçonnées, de féminité, d'être acteur de son parcours de soins de support, de médecine intégrative, de grande joie et de terribles peines, mais plus encore. Nous avons également mentionné beaucoup d'associations, d'endroits, d'expos, de noms, et je vous invite à aller checker la page de Mélanie sur mon site pour y découvrir toutes ces belles initiatives. Julie des Frangines, le Gang des Crânes Rasés, l'association Skin, l'Institut Raphaël, bien évidemment, la pharmacie FL Commerce, que je connais bien, et je vous invite vivement à rencontrer Vanessa de la pharmacie. Elle vous accueillera avec un immense sourire et vous fera visiter l'Onco Corner, un vrai cocon magique où il est si bon de s'arrêter un instant. Je vous souhaite une bonne écoute et je remercie encore de tout cœur Mélanie pour ce beau moment de partage et d'émotion. Bonjour Mélanie. Bonjour. Écoute, je suis tellement contente qu'on soit réunis de nouveau, comme avec le podcast avec Camille, assises comme ça sur la moquette dans cette petite chambre, enfin pas si petite en fait, dans mon Airbnb parisien. Et en fait, je suis un petit peu émue quand même parce que on devait enregistrer ce podcast il y a déjà, je pense qu'on parle même de septembre l'année dernière. Exactement, j'y ai pensé ce matin, voilà. Figure-toi, avant de venir, et je me suis dit, tiens, on devait le faire en septembre l'année dernière.
avant Octobre Rose et avec Sabrina. Évidemment. Donc, tu vas nous parler de Sabrina, tu vas nous parler de... En fait, on a plein de choses à discuter. Je pense que ça va pas être un podcast de 30 minutes parce que c'est passionnant. Tu vas nous emmener vraiment dans ton histoire à toi, avant tout. Hein. C'est ça que j'ai envie d'entendre. La féminité, l'histoire avec Sabrina, Cœur de Rose, ton projet de calendrier que je pense tout le monde connaît, des moments clés aussi, peut-être aussi Octobre Rose l'année dernière. Il y a plein de choses, mais bon, tout le monde te connaît, je pense. Donc voilà, d'art-thérapie. Donc je te laisse commencer où tu veux, terminer où tu veux, mais déjà peut-être le contexte, comme on fait d'habitude, c'est présenter ton type de cancer, ce que tu as eu comme traitement, mais on va pas rester là trop longtemps. Ok. Et en fait, voilà, tu nous emmènes où tu veux. Alors, je suis Mélanie, les carnets de mail sur Instagram. Alors, j'ai découvert mon cancer du sein en 2019 par autopalpation sous la douche. Ce cancer est intervenu pour moi dans un contexte un peu particulier. Je venais de vivre un burn-out. Je venais de quitter mon entreprise, de me former. J'étais sur le point de créer mon entreprise de décoration d'intérieur et je découvre une boule dans mon sein le jour où Notre-Dame a brûlé. Donc, tu vois, symboliquement, il y a des choses comme ça qui marquent. Tu t'autopalpais régulièrement? Je m'autopalpais pas. J'étais pas du tout sensibilisée à ça. Il y avait pas de cancer du sein dans ma famille. C'était vraiment un hasard total. C'était en rentrant de mon running, tu vois, de ma course à pied. J'ai fait un geste après la douche que je ne fais pas d'habitude. Je me suis appliqué de la crème, un peu à contresens, si tu veux, du bas vers le haut. Et en fait, ma boule était sous mon sein. Donc du coup, quand j'ai découvert ça, tout de suite, je me suis dit, oulala, c'est pas normal, ça ressemblait à un kyste. Mais j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose qui n'allait pas. Donc j'avais 39 ans quand le cancer, quand j'ai découvert la boule dans mon sein. C'était l'année de mes 40 ans, c'était l'année de ma création d'entreprise, c'était l'année où je me reconstruisais d'un burn-out. J'étais dans cette énergie de vie. Et à nouveau, tu vois, il y a des choses belles qui s'annonçaient à moi. Voilà, je découvre cette boule. Alors, j'ai très très vite réagi. J'ai eu tout de suite un rendez-vous gynéco, j'ai tout de suite eu des examens très très vite. Tout s'est enchaîné très très vite. En une semaine, j'avais pratiquement le diagnostic qui était voilà. C'est dur et à la fois on aime bien que ça avance aussi. Donc alors, c'est compliqué, ça a été très vite effectivement, donc ça a permis d'être détecté à un stade précoce. Mais ce tourbillon qu'on vit au moment de cette découverte et puis encore une fois à ce moment-là, moi j'ai ressenti énormément de culpabilité. Mais par rapport au burn-out, évidemment. Par rapport au burn-out, par rapport à ma famille, je me suis dit, je suis en train de reconstruire ma vie. J'étais dans une position un peu de faiblesse où j'ai tout quitté. Enfin, tu vois, j'avais quitté mon entreprise, 15 ans en RH dans une multinationale. Enfin, tu vois. Et puis voilà, je m'étais fait un défi personnel de rebondir après tout ce qui m'était arrivé, de enfin écouter mes envies, de me former et puis de monter ma boîte, quoi. Qu'est-ce que tu as fait avec cette culpabilité? Alors, au début, elle a été très, très compliquée à gérer. J'ai eu, au moment de cette annonce, j'ai eu 2 mois très, très compliqués au niveau de cette culpabilité. Je culpabilisais vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon mari. Mais pourquoi je vais leur faire subir une telle épreuve? Ils méritent pas ça. Sans parler de moi, en fait. Je m'oubliais complètement dans l'histoire. Je me disais, mais mince, qu'est-ce que je vais leur faire subir? Ils méritent pas ça. Mes filles sont jeunes, mon mari est dans la fleur de l'âge. Enfin, voilà. Donc j'avais beaucoup de culpabilité après. Cette culpabilité est partie ensuite quand j'ai été en soins, quand j'ai commencé à faire des soins de support, etc. Mais elle a été très très forte, cette culpabilité au début. Tu as eu un accompagnement psychologique justement par rapport à ça pour t'aider à... Oui. Voilà, je l'ai fort ressenti aussi la culpabilité au début. Puis c'est vrai que j'ai été très aidée quand on m'a dit que c'était multifactoriel et que ça me ferait pas avancer en fait. Ouais, exactement. Donc tu as pu avancer plus sereinement après. En fait, voilà, j'ai eu cette phase un peu compliquée et puis j'ai eu un moment dans mon parcours où mon état d'esprit a basculé. Je pense que c'est la somme de plusieurs choses. Déjà,
j'ai fait la rencontre d'une prothésiste capillaire qui m'a énormément aidée. Voilà, ça peut paraître futile. Ben non, mais on a des petites rencontres magiques comme exactement, ça. Exactement, je me suis fait accompagner. Elle était très à l'écoute par rapport au corps médical. Elle m'a conseillé. On a tout de suite trouvé la perruque qu'il me fallait. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, ça y est, je suis armée, je peux y aller. Et ça a été ma première aide face à ça. Et puis, je suis quelqu'un naturellement d'hyperactive. Donc, je me souviens, au moment de l'annonce à Curie, l'infirmière d'annonce m'avait dit « Ne restez pas seule face à votre cancer. Vous avez la chance d'être en région parisienne. Il y a beaucoup de structures pour vous faire accompagner. Donc voilà, soyez actrice active dans votre parcours de soins. » Au début, je comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire. Et puis effectivement, le temps que ça chemine un petit peu dans mon cerveau, j'ai commencé à me renseigner sur les structures qui existaient à côté de chez moi. Ah oui. Aller à la rencontre d'associations. Moi, j'avais la Ligue contre le cancer qui était juste à côté de chez moi. Donc voilà, j'ai commencé à mettre en place mes soins de support et ce que j'allais faire et ce qui allait me faire du bien, en fait. Parce que j'ai vite compris qu'il fallait que je me fasse du bien dans tout ça. Message très important, hein, quand Exactement. Même. C'est là que tu es arrivée à l'Institut Raphaël ou pas encore? Alors, c'est après l'Institut Raphaël. Donc, à la Ligue contre le cancer, j'ai eu un yoga thérapeute. Je suis venue un peu désespérée, c'était avant les traitements, et je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, c'est l'année de mes 40 ans, je suis en train de monter ma boîte, et tout ça est arrivé, mais je comprends pas, mais pourquoi, etc. Et elle m'a dit, des mots très justes, elle m'a dit, peut-être qu'il y a un message. Alors, à ce moment-là, on n'est pas prête à entendre ça. Non. Mais effectivement, peut-être que, voilà, il y avait une bonne raison à tout ça, qu'il faut pas forcément... Peut-être donner un sens à tout ça? Ouais, mais en fait, quand tu as vécu un burn-out avec cette crise de sens, tu veux mettre beaucoup de sens après dans ton parcours et dans ce qui t'arrive. Et je trouvais pas de sens à ce cancer, mais forcément, quand on a tout ça, en fait, on vit tout ça, on se dit, mais pourquoi? Enfin, voilà, moi, j'ai une hygiène de vie plutôt saine, enfin... Mais oui, elle m'a dit, écoute, il y a certainement un sens que tu ne connais pas maintenant, mais elle me dit, je pense que l'univers te met sur pause pour que tu te reconstruises. Tu vois, ces mots résonnent encore parce qu'effectivement, j'ai passé ces 3 dernières années un peu à ça, à me reconstruire, en fait, à faire une vraie pause et à me recentrer, en fait. Si je peux te couper, c'est vrai que tu étais probablement prête à accueillir ça. C'est vrai que parfois, ça peut être... culpabilisant pour certains, dire mais je comprends pas le sens, qu'est-ce que je dois faire de tout ça? Mais j'aime bien la démarche de, elle l'a certainement dit avec beaucoup de bienveillance, j'aime bien la démarche d'essayer de trouver un sens après ou de quelles seront mes priorités pour après, comment est-ce que je réoriente ma vie. Exactement. Et tu vois, ce message-là, quand elle me l'a dit, j'étais pas forcément prête à l'entendre, hein, parce à ce moment-là, à ce moment-là, du tout. Aujourd'hui, c'est toujours un peu risqué, hein, en fait, hein. Ouais. Parce que voilà, mettre du sens à un truc qui n'en a pas, c'est toujours très compliqué. Mais elle m'a dit aussi de pas aller à contre-courant. Et ça m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire de pas m'accrocher à ce qui était. Ça, c'est super intéressant. Hein. Mais vraiment, voilà, que j'allais être dans les soins, que j'allais être... qu'il fallait que je me fasse accompagner et que du coup, que j'aille pas à contre-courant, mais que je me laisse guider et aller. Et ça a contribué aussi un peu au lâcher-prise, si tu veux. Donc voilà, ces rencontres-là, au début, ont fait que mon état d'esprit a un petit peu changé. Et je me suis dit, OK, c'est là. Enfin, tu vois, le processus d'acceptation s'est un peu mis en route. Et je me suis dit, je ne vais pas subir mon cancer. Je ne vais pas subir mon cancer. C'est une très belle phrase de dire ne pas aller à contre-courant. C'est vraiment la première fois que j'entends et je trouve que c'est elle important. A semé des petites graines qui étaient... Ouais. Exactement. Et du coup, à partir de ce moment-là, voilà, j'ai toujours voulu avoir un temps d'avance sur la maladie. Donc, j'ai pas attendu de perdre mes cheveux pour aller me raser les cheveux. Enfin, voilà. Et puis, moi, dans mon parcours, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidée, alors j'avais une très jolie perruque qui m'allait très bien. J'étais la jeune femme très sérieuse, voilà, que j'étais avant, j'étais la même. Mais en fait, ça me correspondait pas du tout. Et puis j'ai fait la découverte des petites franges, des frangines. Voilà. Et j'ai commencé à essayer 2-3 turbans, etc. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidée parce que étant décoratrice, enfin, j'étais sur le point de devenir décoratrice et j'étais tellement frustrée de plus pouvoir exercer mon métier
parce que je savais bien que étant en chimiothérapie, j'allais pas pouvoir gérer des clients. Donc pour moi, ça faisait partie du truc. Tu décorais ta tête. De décorer ma tête. À défaut de décorer des maisons, j'ai voulu tout de suite apporter de la couleur et décorer ma tête. C'était ça a été la révélation, vraiment. Enfin, tu vois, ça a marqué aussi la scission avec celle que j'étais avant et celle que j'étais pendant les traitements. Alors, je peux dire quelque chose, hyper féminine, on va dire. Hein. Et du coup... Oui. Hyper féminine. Ouais. Bon, après, je pense que tout le monde a vu passer le calendrier, mais pour ceux, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont des maladies chroniques et qui sont pas spécialement sur les comptes de cancer, qui rejoignent maintenant le compte, puisque j'ai ouvert le podcast à des maladies chroniques. Et j'aimerais vraiment que tu nous donnes, que tu me donnes quelques images que je puisse mettre sur la page du site, parce que c'est juste magnifique, quoi. Ouais, tu vois, j'ai eu même cette sensation. C'est un peu horrible, hein, parce que la perte de cheveux, c'est quelque chose vraiment qui est compliqué, hein, en tant que femme. C'est vraiment un symbole de féminité très fort. Et moi, le jour où j'ai rasé ma tête, tu peux pas savoir le sentiment de fierté que j'ai ressenti. Encore une fois, d'avoir un temps d'avance. Et puis j'ai senti beaucoup de force au fond de moi, en fait. Tu vois, je me suis découvert vraiment des ressources un peu insoupçonnées. Oui. Tu vois, j'étais cette fille très lisse avant, un peu fragile, ce que je disais en introduction. Tu vois, qui a eu un accident de vie, du coup, qui se cherchait un petit peu, qui savait pas si elle était forte, si elle était pas forte, etc. Et à ce moment-là, je me suis sentie forte. Vraiment. Et du coup, je l'ai vécu très, très bien, cette perte de cheveux. Et je te dis, tu vois, ces petites franges et la façon de nouer mes foulards, en fait, je me suis même trouvée plus jolie qu'avant, pour te dire. Mais tu sais, moi je trouve que les femmes sont magnifiques, hein, sans cheveux. Moi, j'ai adoré cette expérience-là aussi. Alors, c'est vrai que je peux le dire après coup. Comme toi, j'ai ressenti une grande force et je te raconte juste la petite histoire dans le groupe de soutien dans lequel tu n'es pas, je pense. Hein. Y a un jour une femme qui a posté une photo avant et puis pendant. Souvent, on met pendant et puis après, tu vois, ouais. Pas de cheveux et puis les cheveux ont repoussé. Mais là, elle a décidé de faire autrement. Elle a mis avant, donc avec des cheveux, et puis pendant, sans cheveux. Et alors, il y a, je te dirais, 1000 femmes qui ont suivi dans le groupe et tout le monde a posté la photo d'avant et puis de pendant, sans cheveux. Eh bien, je trouvais que les femmes étaient plus jolies. Ouais. Étaient toutes féminines. Et bon, je l'ai déjà raconté dans plusieurs podcasts, mais j'ai une amie qui m'a dit un jour... j'avais pas de cheveux et donc je l'ai vu pendant mon cancer. Elle m'a dit, mais Delphine, les femmes sont belles sans cheveux. C'est comme si on avait plus facilement accès à la beauté de leur âme par les yeux. Exactement. Et je trouvais que c'était trop beau, quoi. Mais c'est vrai. Moi, mon visage a complètement changé en fait. Moi, avant, avec mes cheveux, etc. Et ils pendant, étaient longs en plus, hein. Ouais, ils étaient longs. Et puis, c'est vrai que les soins de support aussi, j'ai eu beaucoup de socio-esthétiques, oui. Qui nous apprennent la perte de cils, de sourcils, à se maquiller. Est-ce que tu peux un peu en parler? Parce qu'en fait, sur le podcast, je voulais inviter une socio-esthéticienne, donc je l'ai pas encore fait. Est-ce que tu pourrais nous dire juste en quelques mots, qu'est-ce qui se passe avec une socio-esthéticienne? Elle nous aide à nous maquiller. Moi, j'ai pas eu, en fait. Mais j'ai appris avec des tutos sur YouTube, mais je trouve que c'est chouette d'avoir une femme... C'est très important en fait parce que alors moi c'était à la maison des patients du coup sur mon lieu de soins et elles nous apprennent un petit peu tous les effets secondaires liés au traitement, donc les produits adaptés pour la peau, pour la sécheresse, pour les ongles, et puis aussi apprendre à justement de pas focaliser sur le crâne ou trouver d'autres astuces en fait pour mettre les yeux en valeur, le regard en valeur, alors que c'est un peu mis à mal avec les traitements et qu'on perd du coup aussi les sourcils. Elles nous apprennent à tracer une ligne de crayon, de faire illusion sur nos cils. C'est vraiment important. Hein. C'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Il faut le dire. Il faut le dire. Oui. Ça n'a rien de superficiel en fait. Moi, je trouve pas non plus. Du tout, parce que se sentir encore femme et féminine, ça aide beaucoup en fait. Moi, je me faisais un point d'honneur d'aller en traitement, maquillée, habillée avec mon turban. Je dis souvent, c'était un peu le défilé de mode. C'était ma façon à moi de gérer. C'était ma façon à moi, peut-être d'être en costume, je ne sais pas, mais tu vois, d'avoir mon costume de guerrière peut-être. Oui.
même si j'aime pas trop ce mot guerrière. Mais voilà. Et puis je voyais bien l'impact que ça avait en fait. Je l'ai tout de suite vu. Les infirmières étaient ravies de me voir. Voilà, toujours. Puis on discutait. Et voilà. Mais ça fait plaisir quand on voit une femme qui prend soin d'elle. Exactement. Mais je trouve que c'est un chouette message. Et du coup, j'ai vraiment envie de rencontrer une socio-esthéticienne pour le podcast. Et donc, tu me dis donc rapidement, cancer du sein, HER2 positif. Oui, pardon. Oui. Non, mais on va pas passer des heures à ça. Et donc, les traitements que tu as eu. Alors, j'ai eu un long traitement, du coup, parce que HER2 positif. Donc, on m'a annoncé que j'aurais déjà 6 mois de chimiothérapie, qu'ensuite j'aurais la mastectomie totale du sein. On m'avait annoncé 30 séances de radiothérapie. On m'a proposé la conservation des ovocytes vu mon âge aussi, parce que ils étaient déjà partis sur le fait que j'allais avoir 5 ans d'hormonothérapie derrière. Et tu voulais encore avoir un enfant ? Alors, je savais pas. Moi, j'ai deux petites filles. J'avais 39 ans. J'étais sur le point de créer mon entreprise. Pour moi, mon entreprise, c'était mon 3e enfant. Ce qui a été plus compliqué, c'était pour mon mari. Mon mari était encore dans l'expectative d'avoir un 3e, le petit garçon. Voilà. Il se disait, elle a la quarantaine. Bon, c'est un peu... Donc, ça a été plus pour lui que ça a été compliqué à accepter. Mais pour moi, c'était assez clair que je voulais pas d'autres enfants. Mais c'est bien qu'ils aient proposé cette démarche-là. Donc voilà, j'ai 30 séances de radiothérapie et puis une thérapie ciblée parce qu'on a la chance, en tant qu'HER2, d'avoir l'herceptine derrière. Donc en fait, c'est 18 mois de traitement finalement. C'est hyper long. Donc c'est assez long. Et quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, mais 18 mois de... comment je vais faire avec cette entreprise C'est pour ça que voilà, j'ai un peu lâché prise là-dessus. Je me suis dit, c'est juste pas le bon timing. Je vais penser à moi, à me recentrer, etc. J'ai eu aussi au tout début cette peur de la mort. Il faut bien le dire. Voilà, quand on vous annonce un cancer, c'est un peu un tsunami. Et on se demande comment on va parcourir tout ça. Mais voilà, donc 18 mois de traitement dans mon cas. Donc la chimiothérapie, finalement, je l'ai plutôt bien vécue. C'est-à-dire que moi, encore hyperactive, donc j'avais trouvé la parade pour le look, pour me sentir femme et féminine. Et puis j'ai été très dans le mouvement. J'ai fait beaucoup de yoga et j'ai continué à courir pendant mes traitements. Ouais, je sais que c'est pas quelque chose qui est accessible à toutes. On est vraiment en plein dans cette mouvance. Je trouve qu'on a encore trop l'idée de cancer égale repos et dodo. Et en fait, je suis en train de travailler sur le programme d'activité physique adapté là justement pour une start-up et même d'interviewer des gens. Je viens de faire un podcast sur le sport et le cancer et d'apprendre réellement qu'en fait bouger c'est tellement important, même pendant les traitements, surtout pendant les traitements. Surtout pendant les traitements, en fait. On a du mal à oui. Voilà, moi je regrette de ne pas l'avoir fait et on a vraiment du mal à maintenant, je trouve qu'il y a énormément d'informations par rapport à ça. Il y a plus d'informations par rapport à ça. Et encore une fois, j'étais pas novice, c'est pas tu courais déjà avant. Je courais déjà avant. C'est ça. C'est-à-dire que mon hygiène de vie avait déjà changé avec le burn-out. Tu vois, j'avais déjà eu cette première alerte. Donc, il fallait introduit la course dans j'avais réintroduit la course, j'avais changé mon alimentation, etc. Donc, du coup, j'avais déjà cette habitude, donc je ne partais pas de zéro. Oui. Et effectivement, moi, j'ai tout de suite intégré que le mouvement faisait partie, Donc, effectivement, mais après, message très important. Il y a un podcast qui passera juste avant le tien, justement, sur le sport et le cancer. Ouais. La personne disait, il vaut mieux être en bonne santé pour être malade. Et en fait, c'est vrai que quand on démarre déjà avec une certaine hygiène de vie, voilà. Donc, bravo, en tout cas. C'est pas si évident que ça de courir pendant c'est pas évident parce que, comme, tu dois le savoir, les EC, nous mettent dans un état juste horrible. Mais moi j'avais ma maman qui était très présente et qui souffre de fibromyalgie, donc elle sait que le mouvement aussi est super important. Ouais. Elle m'a laissé me reposer au tout début, mais au bout du 2e jour, 3e jour, elle me disait viens Mélanie, on va marcher. Je t'emmène, je te prends par la main, on va marcher même 15 minutes, mais tu vas t'aérer et tu vas aller marcher. Donc ça a commencé comme ça. Et puis à ma première EC, au bout de 4-5 jours,
je retrouve un petit peu l'énergie et je me dis, allez, je m'écoute, je vais aller courir. Et voilà, du coup, j'ai instauré un petit peu ça. Et si tu veux, je pense que ça a contribué aussi au fait que je supportais un peu mieux les chimios. Mais c'est prouvé, hein. Oui, il y a un message très important que tu fais passer. Il y a que des messages importants. Que ta maman t'a entraînée. Oui. Et donc, message à l'entourage aussi. Si vous voulez aider quelqu'un qui est malade, proposez d'aller vous balader avec elle, en fait. Parce que on n'y pense jamais. Les gens disent, mais comment est-ce que je peux t'aider? Et en fait, dire, tu sais quoi, viens te balader avec moi. En fait, ça nous force à sortir. Et c'est un chouette message. Oui, et puis alors mon mari est très, très sportif aussi. Donc, lui aussi, c'est quelqu'un de très positif, très sportif. Donc, il m'accompagnait aussi pour courir. Enfin, voilà. Donc, Wow. Ouais. J'ai été très entourée à ce niveau-là et je les remercie vraiment d'avoir été là. Vraiment. Oui, et c'est réellement prouvé que ça aide. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y en a qui sont vraiment terrassés. Je pense qu'il y a des gens qui vivent vraiment très, 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 très mal CEC. Mais ne fût-ce que déjà... faire un petit tour du pâté de maison, enfin voilà, d'essayer d'un petit peu bouger. Alors on va parler de ta rencontre avec Sabrina probablement pendant les chimios parce que c'est quand même un moment important de ton parcours de soins. Oui, c'est un moment qui a marqué mon parcours parce que effectivement, j'ai commencé les chimios, c'était en juin 2019. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais mon sport, j'avais mes turbans, etc. Et cette façon très positive de gérer. Et puis moi, je suis quelqu'un qui a tout de suite partagé sur les réseaux. Alors non pas... Tu avais un blog, c'est ça Alors je n'ai pas eu le blog à ce moment-là. Au début, c'était vraiment Instagram, mon journal de bord. Il faut savoir que ma famille est très éparpillée. Mon mari est libanais, ma belle famille du coup est au Liban. Voilà, c'était ma façon au début de leur montrer jour après jour ce que je faisais, comment j'allais, etc. Et je suis quelqu'un de très introverti. Je prends pas le téléphone très facilement pour expliquer à tout le monde de ce qui se passe, etc. Donc je me suis dit, allez, je vais créer ce journal. Ils iront voir et puis j'ai reçu tellement de soutien du coup. Et puis les réseaux sociaux quand même. Voilà. Alors ça a été au début ma famille, mes amis, puis après ça a pris. Enfin, j'ai découvert cette communauté sur Instagram. Voilà. Et alors on a commencé à se suivre avec Cœur de Rose, mais voilà, pas plus que ça. Et le compte de Sabrina s'appelait Cœur de Rose. Cœur de Rose. Cœur de Rose, okay. Exactement. Et puis du coup, je pense que j'ai été repérée un petit peu sur les réseaux. Et en octobre, il y a les Nanas de Paname qui faisaient un événement pour sensibiliser sur Octobre Rose. Et du coup, on a fait un shooting photo, voilà. Et en fait, ce jour-là, j'ai fait 2 rencontres hyper importantes dans mon parcours. Je peux le dire maintenant. J'ai fait la rencontre de Sabrina, qui a été vraiment... alors, ça n'a pas été un coup de foudre amical, vraiment pas, mais ça a été une jolie découverte parce que je la suivais pas plus que ça sur les réseaux. Et tout de suite, on a senti qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait entre nous deux. Énormément de points communs, même âge, enfin voilà. Oui, même âge, même pas le même cancer. Pas le même type de cancer, mais on était un peu en miroir. Elle c'était sein droit, moi sein gauche, enfin... des parcours de vie avec des accidents de vie un peu avant, enfin 2 hypersensibles, vraiment des points communs très forts qui m'ont fait qu'on a connecté très très vite. Et puis ce même jour, j'ai rencontré l'association Skin. Ah, ok. Oui. Voilà, donc qui a été aussi déterminante pour la suite. Donc voilà, et alors du coup avec Sabrina, elle habitait à Lille, moi j'habite en région parisienne. Pas trop loin. Pas trop loin, mais suite à cette première rencontre, on s'est dit, on va se revoir, quoi. C'est pas possible. Et oui, et en fait, la vie a fait que il y a plein d'événements où on était toutes les deux ensemble. Toujours des événements autour du cancer. Vous avez commencé à vous voir. Plutôt des événements. Au début, ce qui nous a vraiment scellé, c'était des événements autour du cancer, effectivement. Moi, je suis intervenue pour Même Cosmétique. Elle est venue me voir. Voilà, j'ai intervenu avec Noémie Caillot. Je me souviens au tout début, elle est venue me voir. Et du coup, on a commencé à créer des liens. Et puis, on a décidé de s'inscrire ensemble à l'association Skin pour nous accompagner dans l'après, justement, et de faire des projets artistiques ensemble. Et voilà. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est retrouvés sur des projets ensemble. On a commencé à vraiment se voir en dehors de tout projet, même autour du cancer. Ah oui, ok. Donc vraiment une vraie amitié qui s'est créée en dehors du vraie cancer, amitié. Oui.
Et on s'est retrouvés aussi sur un projet commun qui était le shooting d'Etam, qui avait sorti une ligne de post-mastectomie. Donc voilà. Et ensuite, on a été confinés. Oui. On a été confinés. Et du coup, ça a été l'occasion de faire une vraie pause, entre guillemets. Moi, je l'ai très mal vécu, ce confinement. Parce que, encore une fois, très hyperactive dans ma façon de gérer les soins. Et puis, c'était à la fin de ma radiothérapie. Oui, je me souviens, moi j'avais, en fait, on est de la même promo parce que moi c'était juin 2019 et toi? Moi, juin 2019. Voilà, on est de la même promo. Donc on a fini notre radiothérapie en mars. Exactement. Oui. Donc du coup, voilà, je finissais les traitements et je me suis retrouvée, tu vois, dans ce vide intersidéral d'après les traitements où tu vas tous les jours à l'hôpital ou toutes les semaines. Confinée à la maison avec mari, enfant, à devoir gérer la classe, voilà. Mon Dieu, que je l'ai mal vécu. Et du coup, on communiquait beaucoup avec Sabrina, on a même créé un groupe, etc. sur Instagram, on s'est rapprochés ça a été l'occasion, en fait, de mieux se connaître, de mieux connaître d'autres filles aussi. Et elle m'a appris une chose essentielle. C'est de ralentir, en fait. C'est de ralentir et d'être d'être plus authentique, en fait, et de moins être dans l'action à tout prix. Moi voilà, c'était ma façon de tenir. Donc voilà, en tout cas, avec le recul, ce confinement a fait que on s'est rapprochés. Il y a eu beaucoup plus de confidences, il y a eu beaucoup plus de, et puis voilà, j'ai ralenti par la force des choses, j'ai ralenti. Et on s'est très vite revus, une fois qu'on a été déconfinés, je suis allée à Lille la voir. Et puis on a fait ce merveilleux projet artistique avec Skin, où on avait de la peinture sur nous, tu sais. Je sais pas si tu vois un petit peu. Mais on mettra des photos sur la page du site. Tout ce que tu illustres, en fait, il faudra que tu m'envoies tout un petit dossier. Exactement. Et en fait, on devait se faire photographier seul, en fait. Et en fait, elle est venue passer le week-end à Paris à l'occasion de ce shooting. Et les artistes qui étaient là nous voient débarquer le matin et tout. Et ils nous disent, mais toutes les deux, vous devez vous poser ensemble. C'est pas possible, en fait. Vous faites la paire, vraiment. Et du coup, on se regarde et on se dit, mais bien sûr, en fait, que c'est... Voilà. Et puis alors, moi, c'était un vrai challenge, ce shooting, parce que c'était une mise à nu. Mais dans tous les sens du terme. Oui. Et je suis très pudique. Moi, je suis pas quelqu'un. Voilà. Alors, le fait d'avoir de la peinture du coup et qu'on voit que c'est très subtil, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Mais le fait qu'elle ait, son bras autour de ma taille, enfin, tu vois, ce truc, ça, c'était extrêmement fort pour toutes les deux cette expérience. Et puis, du coup, on a exposé au mois d'octobre. C'était octobre 2020. On a eu la chance d'être exposé dans une galerie d'art à Paris. Et là, ça a été vraiment. Ça a été la fête, ça a été un moment de grand bonheur pour toutes les deux. Il y avait ses amis qui étaient là. Enfin, voilà, le fait d'avoir notre tableau exposé, ça a été vraiment très très fort. Et puis quand est-ce qu'il y a eu l'annonce de... Donc ça c'était en octobre 2020, tu vois, on était à peu près un an post-traitement. Un an post-traitement toutes les deux, quoi, en plus. Toutes les deux, donc on était dans cette reconstruction, on était dans l'après, on avait les mêmes questions, on avait le même cheminement. On se disait, mais voilà, on a eu quand même des sacrées épreuves dans notre vie. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Voilà, on sentait bien, elle était assistante sociale. Moi, je suis une ancienne RH. On se disait, on veut aider, mais on sait pas comment. On partageait beaucoup nos histoires. Nos posts faisaient souvent écho. On se retrouvait vraiment dans les mots l'une de l'autre. On voulait en faire quelque chose et on cheminait là-dessus. On se disait, qu'est-ce qu'on veut faire, voilà. Et elle a repris le travail, du coup, dès janvier 2021. Mais elle me disait souvent qu'elle était fatiguée, qu'elle avait des migraines ophtalmiques, c'était pas la forme. Et puis, elle se posait beaucoup de questions sur cette reprise professionnelle. Et elle a décidé de suivre le DU de patient partenaire. Tu vois, elle a eu cette démarche, elle, d'être vraiment dans l'accompagnement des personnes en traitement. Et c'est quelque chose qu'elle avait en elle. Ça faisait 6 mois, etc. Mais elle est passée à l'action. Ça va bien avec son métier, de toute façon. Ça allait très bien avec sa personnalité, son métier. Enfin, voilà. Et elle est passée à l'action. Donc, elle a commencé début 2021 à faire ce DU à la Sorbonne de patient partenaire, et puis elle a repris le boulot. Mais elle sentait qu'elle était fatiguée, qu'elle avait des migraines ophtalmiques, donc elle mettait un peu ça sur le compte de la reprise, des soucis, voilà.
elle a consulté le médecin de famille de sa maman, qui lui a fait des analyses un petit peu plus poussées, des analyses de sang, etc. Et alors là, ça a été... oh là là, mon Dieu. Ça a été la révélation. Catastrophe. Je sais pas, une semaine après qu'elle soit arrivée à la maison, elle commence à faire tous ses examens et elle me dit, Mélanie, et voilà, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Elle avait beaucoup de crainte pour son foie, du coup, elle a eu une échographie, etc. Et puis, finalement, c'était pas le foie, c'était les poumons. On a vu qu'elle avait du liquide dans les poumons, qu'elle avait des lésions, etc. Et puis, du coup, avec ses problèmes de migraine ophtalmique, elle a fait un IRM. Et là aussi, ça a révélé des lésions. Si tu veux, il y a eu cette période où, quand on était dans l'après, on se sentait un petit peu invincible, elle et moi, en se disant, on va faire quelque chose de ce cancer, on va aider les autres, etc. Et on est un peu invincible. On est forte, voilà, et plus rien ne va nous arriver, c'est derrière nous. Mais moi, j'avais quand même, c'est horrible à dire, mais j'avais quand même dans un coin de ma tête, mais j'espère qu'il arrivera jamais rien à une de nous, quoi. Enfin, tu vois. Et voilà, je reçois un message fin mars qui me dit qu'elle a des lésions. Enfin, voilà. Et alors là, je m'effondre. C'est comme si c'était à moi, en fait, que ça arrivait. C'est beaucoup normal qu'il y ait plein d'émotions et puis peut-être encore ce sentiment, pourquoi elle, pas pourquoi moi. Elle pourquoi elle qui donne tant. Ouais. Pourquoi elle. Et Et très vite, avec ses amis, on se dit, mais on peut pas rester comme ça. Et il y avait de l'espoir à ce moment-là de traitement. Écoute, où le cancer était trop répandu. Alors Sabrina était quelqu'un qui te donnait des informations au compte-gouttes pour préserver un petit peu tout le monde. Elle savait peut-être pas non plus. Elle savait pas. Elle savait qu'elle avait des lésions, mais elle savait pas totalement l'ampleur des choses. À cette époque-là, on était confinés. Je me souviens, j'avais demandé une dérogation pour reconfinés. Reconfinés. J'avais demandé une dérogation pour aller à Lille quand elle a passé des examens, en fait. Et là, on lui a fait une ponction de son liquide dans les poumons et on lui a fait des examens complémentaires et j'étais avec elle, j'étais à l'hôpital avec elle ce jour-là. Ah, c'est génial quand t'es laissée. Ouais. Et je me souviendrai, je pense, toute ma vie du regard qu'elle a eu quand elle est sortie, en fait, du rendez-vous avec l'oncologue. Je lui demande, du coup... comment ça s'est passé? Elle me regarde avec des yeux vides. Et on a été interrompus. Elle devait vite refaire un scan. Mais elle n'a pas eu besoin de parler, en fait. J'ai compris. J'ai compris à ce moment-là... La gravité. Oui. Et ça m'a... Et j'ai dû repartir du coup très vite, prendre mon train, etc. Et je l'ai sentie tellement renfermée sur elle-même parce que je sentais bien à ce moment-là qu'elle avait appris quelque chose de très compliqué. Donc du coup, elle savait depuis pas mal de temps que s'il lui arrivait une récidive métastatique, elle s'était déjà renseignée en tant que triple négative, etc. Elle s'était déjà renseignée qu'il y avait des choses qui existaient en Allemagne et qu'elle voudrait aller en Allemagne. J'ai eu beaucoup de mal avec cette décision au début, je peux le dire maintenant. Je lui ai dit, je lui ai pas dit tout de suite, mais je lui ai dit. J'ai eu beaucoup de mal avec cette décision parce que, en fait, je me suis retrouvée du coup dans cette situation d'aidant. Moi qui étais atteinte de cancer en même temps qu'elle, on a tout traversé ensemble. Tu deviens l'accompagnante. Je me suis retrouvée accompagnante. Et j'ai pas eu les bons réflexes d'accompagnante, si tu veux. J'ai eu les réflexes de femme atteinte de cancer et s'il m'arrivait ce genre de choses, qu'est-ce que je ferais pour moi? Et en fait, c'est là où j'ai sollicité... c'est super intéressant tout ce que tu dis, parce que c'est vrai que tu bascules dans un... Ouais, tu bascules de l'autre côté. Mais ça met en évidence aussi la complexité d'être un accompagnant. Et du coup, j'ai compris toute la complexité d'être accompagnant. Et tu n'étais pas d'accord avec le fait qu'elle aille se faire soigner en Allemagne? Écoute, au début, je voulais absolument qu'elle ait un second avis. En fait, pour te dire, c'était au moment où moi, je rentrais à l'Institut Raphaël.
ok. C'était à ce Donc moment-là. tu voulais qu'elle voie Alain Toledano. Exactement. C'est-à-dire qu'elle a repris sa vie professionnelle, etc. Moi, j'étais pas prête. J'ai décidé de me faire accompagner encore dans l'après via l'Institut Raphaël sur ma reprise professionnelle. Donc c'est comme ça que je suis rentrée à l'Institut Raphaël. Et en fait, tu vois la synchronicité du truc, parce que je suis rentrée à l'Institut Raphaël au moment où j'apprends sa récidive. Donc, en fait, j'ai eu la chance de me faire accompagner, moi, du coup, en tant qu'accompagnante, même pas en tant que malade de cancer, mais en tant qu'accompagnante. Et j'avais accès à Alain Toledano. Je pouvais pas faire autrement que de solliciter un entretien, un rendez-vous. Et je l'ai eu très vite, merci Alain. Mais j'ai eu très vite un rendez-vous. Et je voulais qu'elle ait le meilleur accès aux oncologues de Curie, etc. Mais on s'était renseigné sur les essais cliniques. Elle n'était pas éligible aux essais cliniques parce que sa récidive a eu lieu à 1 an et 1 mois. Et il fallait que ce soit dans moins d'1 an. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment que des facteurs malchance, quoi, entre guillemets. Et moi, je me suis beaucoup projetée, du coup. Tu vois, c'est là où je dis que... toi, t'aurais fait, en fait, dans exactement, ce cas-là. C'est là où je dis que mon rôle d'accompagnante, au début, c'était pas... Écoute, je l'ai appris, en fait, au fur et à mesure. Je me suis projetée. Je l'avoue, Mais est-ce que c'est un mal pour autant? Parce que tu pouvais donner aussi ton avis d'ex-patiente, enfin, encore patiente, on va dire, parce que t'étais vraiment... Oui, j'étais encore en plein dedans, J'étais encore dans l'après, avec tous ces questionnements, etc. Donc j'ai eu accès à ce rendez-vous. Alors elle était plutôt contente, mais elle était déjà dans le ça va être compliqué de me déplacer à Paris. Je vais commencer bientôt la chimio, les traitements, voilà. En Allemagne alors, c'était déjà. C'était pas en Allemagne encore, mais c'était en France. On lui proposait de la chimiothérapie dite de comment il disait de confort, on dit, ou non, c'est palliatif. En fait, c'est plus dur que ça. C'est là où le poids des mots, on lui proposait de la chimio palliative, alors que apparemment c'est un jargon très répandu. Oui, mais en fait c'est pour bloquer, c'est pour essayer de stabiliser, parce que de toute façon les métastases, quand elles sont là, elles sont là. Exactement. Exactement. Et en fait, elle voulait pas de cette seule solution. Je comprends. Ouais. Et on a envie du curatif. On a envie de curatif, et je pense que c'est ce qui l'a guidée en fait vers l'Allemagne, c'est qu'elle avait envie de curatif. Elle voulait voir sa fille grandir. Elle voulait, c'était inconcevable. Et c'est ce que l'Allemagne, parce que maintenant, on va dire un petit mot sur l'Allemagne. C'est ce que l'Allemagne promettait. Comment s'appelle encore cette substance? C'est quoi? C'est Trodelvy? Non, comment ça s'appelle? Ah non, c'est pas Trodelvy, ça c'est venu après. Non, c'est de l'immunothérapie avec de la vaccinothérapie. La vaccinothérapie, oui, c'est juste. En fait, il y a une biopsie de tes cellules cancéreuses. Ils font toute une analyse, etc. Alors là où j'ai été un peu surprise, c'est que son oncologue était plutôt favorable à cette... C'est un essai, en fait, quelque part, oui. Parce qu'il y avait une autre patiente à Lille qui avait déjà fait cette démarche-là. Donc, je pense que du coup, elle n'était pas opposée à ce que Sabrina fasse la démarche. Là où moi, tu vois, dans l'univers parisien, c'était très tabou, quoi. C'était, non, on ne sait pas ce qui est fait en Allemagne. Tu vois, je pense que Alain Toledano, j'en ai pas discuté avec lui, mais lui, il est très clair sur il n'était pas pour. Il n'était pas pour. Oui. Je pense que la position des oncologues ici, c'est, on ne sait pas exactement ce qui est fait, voilà. Mais il y a eu tellement de choses sur ces réseaux et tout ça, c'est vrai. C'est compliqué, de se retrouver là-dedans. Mais je peux comprendre aussi, à la place de Sabrina, de se dire on va s'accrocher à tout ce qu'il peut essayer de faire. En fait, Et c'est ça a été ça ma difficulté. Et je pense que moi, tu vois, du coup, elle a pas honoré le rendez-vous avec les médecins parisiens parce qu'elle commençait sa chimio et parce qu'elle était décidée à enclencher le processus avec l'Allemagne. Pour repartir au combat. Et là, j'ai dû faire ce deuil, on peut dire ça, mais vraiment parce que je l'ai vécu. Vraiment intimement dans ma chair, comme quoi, mince quoi, j'avais pas envie d'avoir de regrets, j'avais tellement envie qu'elle ait ce second avis, si tu veux. Et au début j'étais mais si et si et si, mais en fait j'ai très vite fait une croix là-dessus en me disant c'est son choix, c'est son parcours, c'est elle qui décide, c'est elle qui est aux manettes. Moi quand j'étais en traitement, c'était moi qui décidais. Donc je me suis dit, ok, là t'es en train de découvrir ce que c'est d'accompagner. Et c'est un message de nouveau tellement important. C'est ça en fait, il faut tenir la main, être là, écouter, mais pas prendre des décisions à la place. Mais t'as fait tout ce qui était juste pour toi.
Donc, tu as essayé d'organiser ce rendez-vous, le second avis, tu as fait tout ce que... Moi, sur le coup, c'est ce qui me semblait juste. Aucun regret de l'avoir fait, aucun regret d'avoir tenté. Donc, une fois que j'ai intégré le fait qu'elle voulait aller en Allemagne, avec ses amis, tout de suite, on s'est dit, bon, ça veut dire que là, il va falloir récolter de l'argent, en fait. Oui. On savait déjà qu'il fallait récolter au moins 100 000 euros, parce que c'était très cher, pas pris en charge par la sécurité sociale. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va faire une asso. Ouais. On va faire une asso. Donc, on a décidé de créer l'association avec ses amis. On lui a suggéré, on lui a soumis l'idée et elle nous a tout de suite dit, OK, association Cœur de Rose. Donc, voilà. Et moi, j'avais besoin de ça pour passer à l'action. Et je pense que, tu vois, autant elle m'a apporté ce truc où me recentrer, être plus dans le calme, autant je pense maintenant, avec le recul, que moi, j'étais sur son chemin pour mettre en action. Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'à ce moment-là... Elle t'apporte du calme, t'apporte de l'action. À ce moment-là, elle était en situation de vulnérabilité totale. Et moi, je me suis mise en action. Enfin, voilà, Et vous avez levé l'argent qu'il fallait ? Et en fait, voilà, ça a été incroyable. Ça a été vraiment incroyable. Alors là, c'est là où ça a été difficile sur les réseaux sociaux. Elle a sorti sa vidéo qui a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux, qui a été vue je ne sais pas combien de fois. Enfin, voilà, le fait d'annoncer la récit, vraiment, ça a touché vraiment le cœur des femmes, surtout avec toute l'aide qu'elle apportait à cette communauté. Mais du coup, on a reçu à hauteur de ce qu'elle a donné, en fait. Il y a eu des initiatives incroyables. Moi, j'avais des créatrices qui m'ont contactée. On a mis en place énormément de choses. Alors, moi, plutôt sur les réseaux, etc. Mais en local, sa fille a été incroyable. Ses amis ont été incroyables. Vraiment, on a réussi à récolter presque 200 000 euros. C'est fou. Et à ce moment-là, moi, je trouvais qu'on recevait énormément de demandes de cagnottes. Ouais. C'était compliqué aussi à gérer, en fait, pour nous sur les réseaux, parce que moi, je me souviens, en message privé, j'ai un jour reçu, pourquoi vous partagez pas ma cagnotte? Il y en avait de toutes parts, donc tu peux pas non plus donner à tout le monde. J'ai trouvé que c'est assez compliqué pour tout le monde à un moment donné. C'est très compliqué, cette situation. Et effectivement, à l'époque, on avait compté le nombre de femmes qui étaient dans la situation de Sabrina. Et qui avaient besoin d'argent pour aller en Allemagne. Exactement. Donc, il y en avait à peu près 25. Et à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait des décès tous les 15 jours. Mais il fallait le gérer, ça. Enfin, vraiment, déjà, sa fille présidente... l'Allemagne ne promettait pas non plus la vie éternelle. Donc, c'était très compliqué, je trouve, sur les réseaux à ce moment-là. Ça a été très compliqué. Et nous, ça nous a mis dans une position aussi très compliquée de devoir demander de l'argent. Enfin, tu te rends compte, c'est... Oui, et d'avoir peut-être obtenu autant alors que certaines n'arrivaient pas. Enfin, ça a dû être vraiment très compliqué. Ça a été très compliqué à gérer psychologiquement. De toute façon, j'ai eu des grands... Moi, tu sais, je suis hypersensible. À cette période-là, j'ai été vraiment... dans un tourbillon émotionnel, mais incroyable, parce que voilà, je portais les choses vraiment à bras le corps avec ces initiatives, etc. Et j'avais vraiment besoin de prendre soin de moi, quoi. Ouais. Cet équilibre à trouver était compliqué. Elle a eu des très bons résultats assez vite, donc ça nous a donné beaucoup d'espoir. Parce que l'Allemagne fonctionnait à l'été 2021. Ces lésions avaient presque totalement disparu, donc on avait beaucoup d'espoir. Moi, si tu veux, j'ai eu cette grande tristesse au moment de l'annonce, mais une fois que j'étais lancée, une fois que j'étais dans l'association, à jamais, à un instant, je n'ai douté, en fait. Moi, je pensais qu'elle allait apporter ce message d'espoir, qu'elle allait, tu vois... C'est ça qui vous a fait avancer. C'est ça qui nous a Et en plus, elle répondait très bien au traitement au début. Elle répondait très, très bien au traitement au début. Oh là là. Et ça s'est dégradé ensuite. Donc moi, quand elle a bien répondu, etc., je me suis dit, OK, j'ai besoin de prendre soin de moi aussi. Oui. Et c'est là où j'ai réactivé mon projet de binôme artistique. Tu vois, je me suis dit, elle m'a montré, tu vois, on a encore fonctionné en miroir. Et ce projet de turban avec Julie Desfrangines, je l'avais, ça faisait 18 mois que c'était dans ma tête, parce que je l'ai expliqué en début de podcast, moi, ces turbans, ils m'ont tellement apporté. Et puis, je suis une ancienne décoratrice. Et mon lieu de soins, en fait, cherchait des photos pour décorer le lieu le couloir de chimiothérapie. Donc, si tu veux, le temps que tout ça processe un petit peu dans ma tête, hop, bing, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, je vais faire des portraits de femmes très colorés en turban et on va décorer les lieux de soins.
Ouais. Voilà, c'était très clair. C'est génial. Ouais. Et j'ai proposé du coup à Julie de faire ce projet au moment où j'apprenais la récidive de Sabrina. Tu vois, en fait, je contrebalançais toujours. Mais c'est beaucoup de choses à la fois quand même. Mais c'était trop de choses à la fois. Beaucoup trop de choses à la Honnêtement, fois. mon année 2021 a été... c'est trop d'émotions à la fois. A été trop... Trop de trop. Trop de trop. Mais à la fois dans les émotions très positives, mais à la fois dans les émotions très négatives. Et de toute façon, voilà, elle s'est achevée aussi, voilà. Mais cette année 2021, avec le recul, mais j'ai vécu une vie en 2021, vraiment. Donc, mille vies. Mais parce que, en fait, voilà, j'ai engendré ce projet, donc j'ai commencé à être en contact avec Julie Desfrangines. J'ai appris que Julie était partenaire du gang des crânes rasés à Marseille. Je me suis dit, allez, je vais aller à Marseille défiler, j'ai les cheveux courts, je vais aller voir ces femmes-là qui sont inspirantes aussi pour leur montrer que la féminité et le cancer du sein avant 40 ans, la prévention, c'est important. Donc, je suis allée voir ces filles, j'ai fait des rencontres incroyables, je me suis nourrie. Et tu vois, j'avais ce truc de me dire, c'est des choses que je faisais avec Sabrina avant. Ouais. Et elle était pas là. Elle était toujours avec moi, toujours, parce qu'en fait, les filles me demandaient toujours des nouvelles, et moi, je la portais avec moi, j'en parlais beaucoup, donc voilà, elle a toujours été avec moi, et puis du coup, les filles que je rencontrais étaient très sensibles à nos histoires, et du coup, elles étaient avec nous, elles nous soutenaient, enfin, c'était incroyable, cette solidarité. Voilà, après, j'ai eu le projet de défiler sous la Tour Eiffel. Ouais. Voilà, moi j'ai pris, tu vois, j'ai pris toutes les beaux trucs qui sont arrivés sur mon chemin, parce que j'en avais profondément besoin à ce moment-là, de me faire du bien et de vivre des choses aussi joyeuses, parce que moi j'ai côtoyé, excuse-moi de le dire, mais j'ai côtoyé la mort et le deuil pendant... Ouais. Parce que je les voyais partir, les filles aussi, et que c'était très dur pour Sabrina et pour moi d'accueillir les échecs thérapeutiques et de gérer, en fait, son état d'esprit aussi à elle, tu vois. Et quand est-ce qu'elle a su que c'était terminal, en fait, parce que... En fait, je ne saurais... Mais ce qui est fou, c'est que je trouve qu'encore au début décembre, elle était... C'est ça, moi, qui m'a... Je pense qu'on a tous, la communauté a été très, très marquée de voir qu'encore le 22 décembre, elle est allez, on lâche rien, et puis le 31, elle est partie, quoi. C'est ça. Et moi, je me souviens, j'en avais parlé avec ma kiné, je dis, mais comment est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe dans le cancer quand il est métastatique? Comment est-ce qu'on peut être en pleine forme et une semaine plus tard, on n'est plus là? Donc, c'est vraiment, ça a été très dur cette fin d'année, ça a été très dur pour la communauté. Alors, il faut savoir aussi que Sabrina est quelqu'un qui préservait énormément son entourage, donc on ne savait pas. Peut-être pas, oui, l'étendue. L'étendue, elle nous préservait vraiment, je pense, pour préserver aussi nos énergies, etc. Moi, j'ai commencé à voir au mois d'octobre, il y avait le défilé du gang des crânes rasés à Lille où elle devait intervenir, et pour la première fois, elle se sentait pas en forme. Elle était crevée. On devait parler après. Voilà, j'ai passé mon week-end à Lille, du coup, en l'ayant vu 1 heure alors qu'on devait passer le week-end ensemble. Ouais. Et c'est là où j'ai compris. Moi, c'est là où j'ai compris que ça y est, c'était en train de basculer. Ouais. Et du coup, elle a fait aussi un arrêt thérapeutique en Allemagne pour avoir les nouveaux traitements, le fameux Trodelvy à ce moment-là. Il a mis du temps à arriver. Elle devait l'avoir début novembre, finalement, elle l'a eu fin novembre. Et en fait, ce Trodelvy est arrivé au moment où moi, je faisais le shooting photo, justement, pour le calendrier. Pour le calendrier, pour les foulards, etc. Et il se trouve, tu vois les synchronicités. Il se trouve que le Trodelvy lui a fait perdre ses cheveux. Et moi, j'étais tellement attachée à mes foulards que depuis le début, je disais, je ne donnerai jamais mes foulards. Et elle perd ses cheveux. Mais genre, 3 jours. Elle repère ses cheveux. 3 jours après avoir fait le shooting. Et je lui dis, ma chérie, mais je te les donne, mes foulards. Enfin, voilà, ça a beaucoup de sens, en fait. Je fais ce projet-là au moment où tu perds tes cheveux. Je veux que tu aies mes foulards sur la tête. Voilà, donc tu vois, ça a été très symbolique à ce moment-là. Et j'ai envie de te dire, à partir du moment où elle n'allait plus en Allemagne, où elle a commencé c'est là où ça a commencé à vraiment à se dégrader. Elle avait des phases d'hospitalisation tous les 15 jours à peu près. Donc voilà, on sentait bien que... Alors, elle a passé un excellent mois de décembre. Elle était du coup chez ses parents. On lui avait fait un petit calendrier de l'Avent avec ses copines. Tous les jours, elle avait un cadeau. Enfin, voilà. Et à ce moment-là, je pense qu'elle a eu des discussions vraies, cœur à cœur, avec tout le monde. Je pense qu'elle a déjà préparé, voilà. Et moi, tu sais, elle m'avait offert déjà... Elle était en train déjà de se débarrasser de toutes ses affaires.
Mais moi, je l'ai pas vue tout de suite. Elle m'a donné énormément de choses. Les oracles, par exemple, qui étaient notre passion commune, elle m'a quasiment offert tout, quoi. Et moi, sur le coup, j'étais, oh ouais, mais chouette, trop chouette. Et après, je me suis pris ce truc en disant, mais attends, Mélanie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, en fait? Elle est en train de préparer quelque chose. Ouais. Voilà. Et puis alors, moi, j'étais très occupée au mois de décembre sur le fameux calendrier parce que voilà, je voulais récolter des fonds. Ce que j'ai fait d'ailleurs, merci à tous. Je voulais récolter des fonds pour la recherche. Pour moi, c'était très important. En plus des soins en Allemagne, je voulais que voilà, il y avait l'étude Compass à ce moment-là sur le triple négatif pour Gustave Roussy. Je voulais absolument donner de l'argent à la recherche. Et puis, je voulais donner de l'argent à l'association Cœur de Rose, forcément. Enfin, tu vois. Et elle devait faire partie de ce projet. Donc, pour moi, voilà, c'était juste une évidence. Et là où je suis contente a posteriori, c'est qu'elle a vu tout. Je lui ai offert le calendrier. Elle a suivi de près tout ce projet. Elle était avec moi en coulisses, enfin toujours. Et c'est marrant parce que finalement, avec le recul, je me dis, tu sais, les calendriers, c'est pas anodin. Je lui ai offert un agenda à Noël. Enfin, tu vois, je voulais lui offrir du temps, quoi. Enfin, tu vois, je voulais lui offrir du temps. Oh, Mélanie. Mais ouais. En fait, j'ai pris conscience après. Ouais. Mais je voulais lui offrir du temps. C'était mon plus beau cadeau pour moi. Ouais. Et en fait, j'ai été très occupée au mois de décembre. Donc tant mieux, en fait. Hein. Mais tant mieux. Ouais. Quelque part, tant mieux, parce que ça m'a changé les idées. Mais je sentais bien que, voilà. Ouais. Et en fait, elle a son anniversaire le 28 décembre. Et on devait se voir là. On savait que la fin de l'année, on allait le passer ensemble, la nouvelle année, son anniversaire, etc. Donc, je m'accrochais à ça fortement. Et une fois que le calendrier a été vendu, que j'ai fait mes expéditions, etc., c'était ma récompense, en fait. D'aller passer du temps avec elle à Lille et d'être ensemble, quoi. Et la veille que je parte à Lille, on me dit, non, en fait, elle est aux urgences. Voilà. Elle a passé Noël, tout ça, elle est aux urgences, ça va pas, elle a du mal à respirer. Et là, je me dis, tu vois, ce truc, je l'avais pas vu depuis mi-octobre, en fait. Physiquement, je l'avais pas serré dans mes bras depuis mi-octobre. Donc, mais je me suis dit... T'es allée quand même? J'y suis pas allée parce que ils acceptaient pas. Ils acceptaient pas les visites. Ouais. À part les parents et la fille, quoi. Et donc, j'y suis pas allée. Donc j'ai pas pu. Et t'as pu lui parler vers le 27 Je lui ai envoyé une vidéo pour son anniversaire avec mes filles. Je sais qu'elle l'a lu. Je sais que voilà. Je lui ai envoyé beaucoup de messages. Elle répondait plus parce qu'elle était sous assistance respiratoire. Et puis on a eu un message de sa fille le 30 au soir nous disant j'ai l'autorisation de rester avec maman cette nuit. Et là j'ai regardé mon mari. Je lui ai dit ça y est. Ouais. C'est fini. Et le 31 au matin, j'ai eu ce message. Et voilà, c'est quelle ironie du sort, en fait, aussi, qu'elle nous quitte un 31. Voilà. La veille de l'expo. Et alors, j'ai rencontré Vanessa de la pharmacie Eiffel Commerce au mois d'octobre 2020. Justement parce que Julie était là-bas pour un atelier de nouage, donc j'y suis allée pour revoir Julie, ma binôme. Et c'est là où j'ai découvert Vanessa. Et puis elle en a entendu parler de mon calendrier, elle a vu, c'est super, je vais en prendre déjà pour la pharmacie, pour l'Oncle Corner, ça va être génial. Et elle m'a dit, c'était quoi, mi-décembre, elle me dit. Mel vient exposer à la pharmacie. Ouais. Et je dis mais je suis pas prête. Je suis en plein dans mes calendriers, je suis pas prête. Voilà, c'est trop tôt. Tu sais, j'ai d'abord eu cette sensation de peur. Elle me dit c'est pas grave, on va faire une première. Voilà, ça va être une expérience grandeur nature. Elle me dit voilà, on laisse passer les vacances, mais le 1er janvier, tu viens installer quoi. Oui, installer tes cadres avec tes belles photos quoi. Oui. Exactement. Et le 31, voilà. Le 31 est arrivé ce qui est arrivé. Ça a été très, très dur, cette annonce. Je me suis sentie paralysée, vidée. Enfin, physiquement, j'ai été à plat, quoi. Enfin, mais vraiment, comme si... Enfin, ouais, à plat. Mais j'avais ce goût de... Je l'ai pas vu, j'ai pas été à son chevet. Donc, tout de suite, ses amis et sa famille m'ont dit, viens. En fait, le corps est à la maison. Et viens la voir, viens lui dire au revoir.
Et ça m'a fait un bien fou, en fait, Ouais. d'aller la voir, de la sentir. C'est important. Et elle Parfois, avait, c'est en fait, important, elle avait un de mes bonnets sur la Oh. tête. Pupus, dis. Et voilà. Et je sais qu'elle est partie avec un bout de moi. Hop. Je commence à dire à Vanessa, ça va être compliqué, en fait, de cette expo, ça va être compliqué. Je peux pas partager un moment joyeux, très coloré, alors que je suis en train de vivre un truc. Elle me dit, prends le temps qu'il faut. Et en fait, le déclic que j'ai eu, c'est en parlant avec sa famille, ses amis, etc. Et quand j'ai su qu'elle voulait un enterrement très coloré. Et en fait, sa famille elle veut quelque chose de coloré, de pétillant et de joyeux. Et en fait, c'était les adjectifs que j'avais pour mon expo. Tu vois à quel point ça... Et je me suis dit, mais waouh, moi en fait, je suis dans le vrai. Ouais, Sabrina aurait voulu quoi. Sabrina aurait voulu. Ce projet m'a tenue, en fait. Ouais. Janvier, février, cette expo à la pharmacie m'a vraiment... Tu as célébré la vie de Sabrina. Célébrer la vie. Du coup, elle devait faire partie de ce projet. Elle est partie entre-temps. Et ça s'appelle Hommage à mes turbans, mais c'est devenu un hommage pour elle, en fait. Hommage à Sabrina, oui, bien voilà. sûr. Ça a eu tellement de sens et ça m'a fait du bien, en fait, parce que pour mon deuil, d'avoir quelque chose de positif, oui. Ça m'a énormément porté. J'ai eu un petit contre-coup après l'expo, au mois de mars-avril, tu vois, j'ai eu ce petit contre-coup en me disant, waouh. Ouais, Mais attends, t'étais en plein dans ton après-cancer, donc il y a un après-cancer, un après, il y a trop d'après. Il y a trop d'après. Mais là, l'expo commence à, tu vois, le fait d'être au centre Léon Bérard à Lyon au mois de mai. Ah, mais moi, je vais te dire quelque chose ici en direct, en fait, parce que j'ai parlé avec une oncologue de l'Institut Jules Bordet. Ouais. Et je leur disais, il faut absolument, dans les couloirs l'Institut Jules Bordet, c'est un petit peu le Gustave Roussy ou Curie. Je connais bien parce que Sabrina avait été en contact justement avec. J'imagine qu'elle a dû demander des avis à la Belgique. Et donc, voilà, j'ai dit, mais je connais des femmes qui ont des super... Donc, une expo qui va bouger, qui va aller dans des... Ah ben voilà, officiellement, je te le dis là, je pense que tu vas débarquer en Belgique, donc je serais ravie de t'accueillir. Oui, mais tu vois, autant la pharmacie, ça a été une première vitrine, et puis moi, ça m'a permis d'expérimenter aussi. J'ai pu animer des ateliers d'art-thérapie, de collage, de nouage de turban, et en fait, c'est venu encore semer des petites graines dans mon cerveau, et je me suis dit tout ça, tout ce qui vient de ça, de m'arriver pendant ces 3 ans, je me suis reconstruit via l'art. J'ai été accompagnante pendant 1 an. Tout ça, tu vois, je veux remettre du sens dans tout ça, mais tout ça n'est pas venu par hasard. Vraiment. Et puis, j'ai développé aussi beaucoup ma spiritualité. Et du coup, je me suis dit, mais Mélanie, accepte peut-être enfin de penser ou de croire ou de te sentir capable d'accompagner, en fait, les femmes via l'art-thérapie, notamment. Voilà. Parce que ton parcours a été jalonné par ça, en fait. Est-ce que c'est comme ça qu'on va un petit peu conclure avec tous tes projets à venir? Exactement. Est-ce que tu as l'impression que cette phrase, en fait, de sens, que cette prof de yoga, prof de yoga, de yoga, tout à coup le sens arrive maintenant? 3 ans après, en fait, ça me semble évident maintenant, tu vois. Et là, c'est donc tu as laissé tomber l'idée de la décoration. J'ai laissé tomber, et ça, c'était aussi un autre deuil, de laisser tomber l'idée de la décoration. Alors, enfin, je trouve que c'est encore un petit peu dans la décoration quelque part. Mais voilà, en fait, tu sais, ce projet, c'est de l'art-thérapie, c'est de la déco, c'est de la féminité. C'est la quintessence de tout ce qui me nourrit, en fait. Donc vraiment, je me suis sentie vraiment très alignée dans ce projet, mais vraiment. Mais alors maintenant, c'est à l'Institut Raphaël, il y a des ateliers, ou où est-ce que tu fais ça en fait? Alors non, j'ai fait des ateliers à la pharmacie Eiffel Commerce. Oui, à la pharmacie. Voilà, ce qui m'a donné l'opportunité. D'ailleurs, peut-être que au mois d'octobre, il y en aura d'autres.
Mais ça m'a mis en situation. Donc là, j'ai eu un cheminement personnel. Voilà, je me suis renseignée sur des formations. Donc des choses sont en train de se mettre en place. Je suis formée au Cercle de femmes ce week-end. Enfin voilà, Mais parce que tu vas professionnaliser tout je ça vais quand même. Parce que oui, tout tu ça. peux pas continuer. Exactement. Voilà. Effectivement, pour l'instant, tout ça a été fait de façon bénévole, etc. C'est des beaux projets. Je pense que décorer les lieux de soins, finalement, enfin, c'est quelque chose C'est vraiment extraordinaire. Ouais, c'est quelque chose que je vais continuer, qui va m'animer, etc. Je sais pas sous quelle forme. Il y a des futures expos là qui arrivent, donc je suis très contente. Ça vit ce projet, donc je suis très contente. Mais voilà, je pense que le côté thérapeute, le côté voilà, je vais vraiment me former et professionnaliser. Alors tu es déjà art thérapeute ou tu dois te former encore? Je vais me former. Voilà. Pour l'instant, c'est un métier qui est protégé ou pas spécialement? Un titre? Non. Donc non. voilà, tu veux te former pour toi, mais tu as déjà accompagné des femmes. Exactement. Du collage. Ouais, du collage. Il y a aussi beaucoup de danse. Ah oui, donc il y a plein d'expressions. Il y a plein d'expressions et en fait, moi, c'est pas que des arts. Non. Et puis, tu sais, l'art-thérapie, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que des fois, on trouve pas les mots à ce qu'on vit, en fait. Mais donc, ça peut être de l'écriture, ça peut être du collage, ça peut être de du la dessin. photo. Moi aussi, la photo m'a beaucoup aidée. La photo, enfin, toute forme d'expression, ça peut être du chant. Du chant. Ah, donc, ok, moi, tu vois, j'étais restée bloquée sur le collage. Oui, parce que c'est quelque chose que, dans ma pratique, mais en oui, fait, parce qui est que très c'est ce que j'ai vu fort sur les réseaux. Parce que ça m'a aidée, dans toutes mes phases, en fait, ça m'a aidée à la féminité, à l'exprimer. Enfin, tu vois, des choses que je traversais. Oui, je voyais des beaux collages, des t'as têtes vu de avec femmes, des trucs. avec des. Voilà, c'est ça. Oui. Mais alors, j'ai vu qu'Alain Toledano avait posté ce matin ou hier, enfin pour la fête de la musique, une chorale. Oui. Et donc c'est Raphaël, ça aussi, à l'Institut Exactement. Raphaël. D'ailleurs, ils ont un très beau programme d'art-thérapie à l'Institut Raphaël. Moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs retraites avec l'Institut Raphaël où, voilà, c'est juste magnifique. Ils ont vraiment un parcours de soins qui devrait se développer un peu partout. Ben oui, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas accès. Ouais. Donc c'est la santé intégrative. Mais moi, je l'ai expérimenté côté patient, en fait. Bon, eux, c'est très... Mais moi, j'ai vraiment expérimenté ça. C'est-à-dire que j'ai fait un nombre de soins et cette démarche un peu holistique. Pas soigner que la maladie. Soigner l'être, en fait. Bien tu sûr. vois ça, ouais. Et après, je suis une convaincue. Hein. Exactement. Pas penser que sur la partie professionnelle. Non, vraiment de façon holistique et globalement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime très fortement. Et c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Donc, Alors, maintenant, on va terminer avec quelque chose d'un peu plus pratique, mais comment est-ce qu'on peut te trouver? Quand est-ce que tu vas commencer à mettre ces ateliers en place? Est-ce que... Enfin, c'est peut-être pas encore tout à fait décidé. Non, c'est pas qu'il y aura encore, c'est pas encore très mûr. Mais c'est ton projet là maintenant. C'est mon projet là maintenant. Mais l'expo, alors, par contre, je peux déjà te mettre en contact avec Laura. Ah bah écoute, avec plaisir. En tout cas, l'expo à Lyon reste jusqu'à la fin de l'été. Et normalement, j'ai une très belle exposition à Paris. Ah, mais donc une fois que ton expo est quelque part, elle peut pas être ailleurs. Alors, tu vas peut-être doubler. Elle est doublée, voire triplée, parce que tu vois la fin d'année, Octobre Rose, etc. Bon, attends, je vais vite te mettre en contact avec Laura là tout à l'heure, parce que pour Octobre Rose, ce serait génial. Exactement. Oui. Donc, je sais que pour Octobre Rose, potentiellement, j'ai 3 ou 4 lieux d'exposition. Tu vois. Il y a combien de tableaux? Il y a à peu près une dizaine de tableaux. Enfin, de photos. Il y a 5 portraits individuels. Oui. Ou 6 portraits individuels où on raconte nos histoires et comment c'est arrivé, etc. Et il y a des portraits en duo aussi. Duo où, en fait, je voulais transmettre cette idée de soutien, de sororité, de bienveillance. Voilà. Qu'on a. Ce serait génial, en fait, d'avoir ces expos dans les hôpitaux et puis d'avoir un photographe à disposition aussi, quoi. Moi, j'aimerais beaucoup, tu vois, faire des projets de photothérapie. Mais toi, tu fais de la photo? J'en fais un petit peu. J'en fais pas énormément, mais je connais maintenant un bon réseau de photographes. Et tu vois, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place, des projets de photothérapie, parce que je l'ai expérimenté à titre personnel. Moi aussi, je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, dans cette période d'après où en fait tu te reconnais pas physiquement, tu sais plus qui t'es, enfin. Puis pour le peu que tu aies un sein en moins, enfin voilà, cette réappropriation du corps est super importante, de prendre conscience de ton image aussi, parce que des fois on est resté sur l'ancien nous aussi, cassé en 1000 morceaux et balafré partout. Voilà, exactement.
ça aide aussi à prendre conscience et puis aussi de nous voir évoluer. Moi, ça a été tellement thérapeutique. Je crois vraiment à ça. Bon, ben Mélanie, je crois que je regarde sur mon... On a beaucoup enregistré. C'est super. Merci en tout cas pour ton temps. Merci Delphine. Et ben, je dis toujours, je crois que maintenant tout le monde commence à l'entendre, mais donc tu auras une page sur mon site. Mm-hmm. Et ben, puisqu'on parle de décoration, c'est comme si tu avais une chambre dans ma maison. Donc, tu vas décorer ta chambre dans ma maison. Donc, d'accord. Tu vas décorer ta page sur mon site. Et j'aimerais vraiment avoir des photos, des turbans, quelques photos de l'expo. Ouais. Voilà, que je puisse partager ça avec tout le monde. La photo avec Sabrina. Les photos avec Sabrina. Quelques photos avec Sabrina quand même. Si tu peux, les nanas de Paname. Enfin, voilà, tout ce que vous avez fait ensemble. Et puis, j'ai mon blog aussi. Ton blog, ta page Instagram. Au début, donc voilà. Voilà, donc en tout cas, je trouve que on a rendu un bel hommage à Sabrina. Et on a cité des personnes importantes, on a cité Vanessa, on a cité toutes ces associations. Merci Mélanie, en tout cas de tout cœur. Merci à toi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages, que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.